Donc, le sujet de ma petite conférence, c'est sur le jeu vidéo, mais du point de vue des sciences. On connaît sans doute tous l'histoire des jeux vidéo. Pixel Love fait un énorme travail là-dessus. Donc, c'était intéressant de voir un autre angle. Alors, avant de vous parler des jeux vidéo, on va parler du jeu. On va prendre la définition du Larousse. C'est une activité d'ordre physique ou mental. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a aussi l'ordre physique. Non imposé, ne visant à aucune fin utilitaire. Donc déjà, par rapport au serious game, c'est quand même aussi assez intéressant, cette définition. Et à laquelle on se donne pour se divertir. Jusque-là, rien de nouveau. Bon, il y a jeu d'adresse, jeu d'argent, jeu de cartes. Et si on regarde dans l'histoire de l'humanité, un des plus vieux jeux, et sans doute le plus vieux jeu, ça a été le jeu d'Osselet. On pense qu'il remonte à la préhistoire et on a des traces de ce jeu à travers les représentations et les sculptures, comme cette petite fille à l'époque romaine. En fait, il y a un autre type de jeu. On n'était pas dans le jeu de société, hein, mais il y a un jeu qui apparaît, c'est le jeu de société quand apparaît l'organisation en société. Donc c'est assez évident, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Par exemple, à moins 3100 avant Jésus-Christ, on a le jeu de Séné à l'époque égyptienne. Et c'est un jeu qui se joue avec une sorte de bâton qu'on lance et suivant le bâton se retourne sur le côté arrondi ou pas arrondi, on avance, on fait des points et on peut avancer sur le petit échiquier, échiquier, je ne saurais pas dire échiquier, le petit damier qui est là. On voit qu'en fait, que le jeu il s'inscrit dans son environnement scientifique et technologique. Le damier apparaît avec la géométrie. Les cartes à jouer sont nées de l'imprimerie. Et on a le plus vieux puzzle game qui existe. C'est celui-là. C'est le Stomachion. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit Stomachion ou Stomachion. Ou l'Oculus Archimédius. Alors Archimédius, c'est pour Archimède. C'est Archimède qui l'a imaginé. Donc c'est un jeu de géométrie mathématique. Il comporte 14 pièces. Et il y a 17 152 façons de composer le carré à partir de ces 14 pièces. J'en ai amené un, il est là-bas, je pourrais regarder tout à l'heure. C'est assez, disons que c'est vrai, au départ, c'est vraiment un rapport mathématique au jeu, au puzzle, et c'est juste une interrogation purement intellectuelle. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas en train de construire des pyramides, on résout pas un problème d'eau fluviale, enfin, on est juste en train de se poser comment je peux paver un carré avec un certain nombre de pièces données. Et donc donc ça ressemble beaucoup au tangram, hein. Mais le tangram, il est arrivé qu'au 19e siècle en Chine. La Chine a fait beaucoup de choses avant nous, l'imprimerie, ils l'ont fait avant nous, mais pour le coup, le tangram est arrivé beaucoup plus tard par rapport à ce qu'a fait Archimède. Donc donc le jeu il s'inscrit dans son environnement, on a vu scientifique et technique, mais aussi culturel, social et politique. Il y a le jeu d'opposition sur damier, chez les Grecs c'est des pions, on est dans une démocratie, tous les pions sont égaux. En Inde, il y a une hiérarchie, il y a des castes, donc il y a des notions de roi, d'éléphant, de navire qui correspondent à des forces différentes et des façons de jouer différentes. Il y a l'invention du mat par les Perses. Les cartes à jouer, comme je le disais, sont apparues avec l'imprimerie et ils apparaissent d'abord chez les soldats. Et celui qui gagne au jeu de cartes, c'est celui qui est le plus fort. Parce qu'il change les règles, parce qu'il n'est pas content de perdre, et donc il en impose et dit soit je gagne, soit je t'égorge. Donc, alors heureusement, la bourgeoisie est là pour faire un truc un peu plus, on fait un jeu de tactique et hasard, parce qu'à l'époque, on aimait beaucoup les trucs du hasard, de la destinée, de choses comme ça. Et c'est l'aristocratie qui instaure les protocoles où on rigole plus, on n'a pas le droit d'égorger son voisin, et il y a des règles partagées par tout le monde. Mais vous voyez, c'est quand même lié au milieu social, hein. On définit des règles en fonction du milieu social. Et là-dedans, le jeu vidéo, évidemment, il s'inscrit là-dedans, mais alors parfaitement, et c'est ce que je vais vous montrer à travers les sciences. Donc voilà, on démarre un peu plus profondément sur le jeu vidéo. Alors, pas tout à fait. Eh oui, non. Sinon, en fait, il y a un premier programme de jeu pour ordinateur. Donc, je ne parle pas de jeu vidéo, hein. Le jeu vidéo, c'est un jeu avec un visuel sur lequel on interagit. Je parle d'un jeu comme ça pourrait être du texte. Est-ce que vous savez quel est le premier programme de jeu pour un ordinateur ?
Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, ça pourrait être le Morpion, t'es pas très loin. Il serait pas le premier. Oh, hein? Ah non, Dominaire, c'est arrivé bien plus tard. Hein. Ouais. Non, c'est le jeu d'échecs. Et le jeu d'échecs, il est imaginé par Alan Turing. Sans doute que vous avez entendu parler d'Alan Turing récemment, puisqu'il y a eu ce film Imitation Game. Turing, c'est le père de la science informatique. Attention, c'est pas l'inventeur de l'ordinateur. Par contre, c'est celui qui a imaginé le concept le plus minimaliste d'ordinateur. Bon, ça, c'était pour la petite précision. Donc, en fait, il fait un jeu d'échecs parce qu'il s'interroge sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, il s'est pas nommé comme ça, mais c'est est-ce qu'une machine peut penser? Et plutôt que de partir dans la biologie, une des caractéristiques de l'intelligence, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et donc, à travers le jeu d'échecs, il imagine un jeu qui apprend de ses erreurs. Le problème, c'est qu'il écrit donc en 48, il écrit un algorithme, hein, parce qu'avant d'écrire un programme sous la forme, on écrit un algorithme, et l'algorithme existe bien avant l'informatique d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun ordinateur qui n'est capable de faire tourner son programme, tellement il demande de ressources. Et à tel point que... ah oui, donc en fait, il le fait tourner à la main. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est plus rapide de faire tourner un programme à la main plutôt que sur un ordinateur, pour en parler après. Mais cette histoire de jeu d'échecs et de machines puissantes qui bat cet questionnement de machines qui pensent et de machines qui vient plus intelligente que l'homme, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Eh ben, ça a perduré. Et en 97, IBM avec Deep Blue bat Kasparov. Alors bon, moi j'ai l'habitude de dire que c'est pas vraiment un ordinateur qui a battu Kasparov, parce que derrière l'ordinateur, je sais pas si vous avez vu ces photos, il y a une batterie d'ingénieurs qui font en sorte que la machine tombe pas en panne. Tandis que Kasparov, il a personne autour de lui pour l'éponger, il est vraiment tout seul. La légende, moi je suis pas branché jeu d'échecs, mais il semblerait que c'est une fatigue de Kasparov et non pas son intelligence. Alors on peut dire, oui, à ce moment-là, il était moins intelligent, mais en fait, il a une faiblesse de fatigue qui fait que l'ordinateur a pu gagner. Bon, voilà. Mais non, donc le jeu est vraiment, c'est pour vous dire que le jeu il est central dans la démonstration de force. IBM l'a fait, je l'ai oublié de le mettre. IBM l'a fait avec le jeu d'échecs, mais Google l'a fait avec le jeu de Go. Et donc vraiment, le jeu est central. Je veux dire, il vous dit. Alors oui, bon, aujourd'hui on parle d'autres choses, mais enfin quand même, pour montrer qu'ils ont la plus grosse, pour parler vulgairement, jeu d'échecs, jeu de Go. Il y avait un autre jeu là, oh mince, un jeu télévisé. Bon, on retrouvera plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, alors ça c'est la fameuse partie historique. Je dis historique parce que c'est la première fois qu'il y a une vraie partie d'échecs entre ce qui devrait être un ordinateur, mais en fait c'est Turing qui fait tourner le programme, et un humain. Et on a la partie, je crois que c'est la machine qui a gagné. Une préoccupation de Turing, le jeu est au centre des préoccupations de Turing. Là, par exemple, il fait un papier sur les ordinateurs utilisés pour le jeu. Quand ils interrogent, il a fait une publication qui a donné le nom du film, Imitation Game. Imitation Game, le jeu de l'imitation, c'est une publication dans une revue philosophique où il questionne ce qu'est l'intelligence chez la machine. Mais il parle de jeu de l'imitation. Hein, il joue aux échecs. Il parle d'utiliser l'ordinateur pour faire du jeu. On va voir que le terme de jeu vraiment est utilisé par les scientifiques plus tard. Malgré tout, hein, je dis que alors il y a eu en 1951, donc un an avant le jeu, la partie mythique de Turing, il y a quand même eu l'implémentation du premier jeu sur un ordinateur. Il s'agit de robots de chaise, mais c'est pas vraiment un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs en maths en deux coups. Vous savez, si vous jouez aux échecs, il y a des exercices comme ça. Donc c'est très très limité. C'est déjà tout préétabli. Mais il n'empêche qu'on peut dire que c'est vraiment le premier jeu programmé de l'histoire. D'ailleurs, il est fait sur le premier ordinateur commercialisé de l'histoire et qui est anglais. Mais bon, le jeu d'échecs, ça, c'est pas un jeu vidéo encore. On n'a pas un visuel et on n'interagit pas dessus. Alors, quelle est la première trace d'un jeu vidéo dans l'histoire? Est-ce que c'est bien plus tard Est-ce que c'est bien plus tôt? Non, pas plus tôt. En fait, la première trace, bon, ça, c'est plus connu, elle date de 48. Et c'est un brevet.
Et ce qui est assez extraordinaire, si vous lisez là, je devrais prendre ma zapette, je devrais utiliser ma zapette, finalement j'ai une zapette. En fait, si on le traduit en français, c'est système de divertissement à tube cathodique. Si ça ne veut pas dire jeu vidéo. Alors évidemment, jeu vidéo, c'est plus compact. Vidéo, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Le terme vidéo n'existait pas. Ce qui existe comme terme, c'est le tube cathodique. Et bon, le joueur doit ajuster des boutons de contrôle dans un blablabla. C'est un jeu de shoot. C'est le premier jeu vidéo nommé en tant que tel, imaginé en tant que tel, et c'est le premier jeu de shoot. Et évidemment, il s'inscrit dans le contexte scientifique, social, technologique du moment. La technologie du moment, c'est les tubes cathodiques. Je veux dire, on est en train de commencer à envahir, c'est pas tout à fait encore envahir, mais enfin, on pénètre les foyers avec la télévision. C'est utilisé dans les radars. C'est pour ça, c'est deux spécialistes. Il y en a un spécialiste des radars et des tubes cathodiques. Donc on utilise ça. Et puis on sort de la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'on imagine comme jeu ? Un jeu de guerre. C'est comme ça. On n'imagine pas planter des fleurs. Ce qui est intéressant, et là je vais faire encore une digression par rapport aux jeux vidéo. Vous allez voir, je vais faire que des digressions comme ça. Parce que finalement, je pense que vu tous les geeks qu'il y a ici, si je parle de Nintendo, vous en saurez plus que moi. Non, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant dans cette période post-guerre, c'est qu'en fait, on pose tous les germes de la société informatique du moment. Il y a le first draft de John Vandeman qui définit ce qu'est un ordinateur et qui est encore aujourd'hui la base de la conception d'un ordinateur. Il y a la théorie mathématique de la communication de Claude Shannon, qui est un mathématicien. Il y a, j'ai oublié de le mettre, mais il y a l'invention du transistor. Et sans le transistor, ça va être très compliqué de faire des circuits ensuite intégrés pour ensuite faire des trucs compacts. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un truc, c'est un des trucs, le MEMEX, Memory Extender. Si on regarde un peu plus en détail, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une tablette tactile. C'est Van Verbush qui écrit un article dans je crois que c'est dans Life, As We May Think, en 1945, et qui imagine le futur. Et il n'imagine pas le futur avec l'état de l'art technologique, il imagine le futur sur quels seraient les nouveaux usages. Et après, évidemment, ils illustrent ça avec la technologie du moment. Et par exemple, tout le monde nous a expliqué que GoPro, c'est génial, les startups, c'est génial. Le mec, il a imaginé la GoPro combien d'années avant, plus d'un demi-siècle avant. Donc alors évidemment, c'est pas tout à fait une GoPro. On voit bien que on s'en rapproche beaucoup. Et son idée, c'est d'enregistrer les expériences scientifiques pour pouvoir les échanger. YouTube, je veux dire, vous avez un tas de youtubeurs qui font des vidéos de science. Là, le type a cette idée-là. Mais il pense à d'autres choses. Pour vous dire l'importance il pense à d'autres choses. Non, j'ai pas tout mimé. Mais il imagine l'hypertexte. Il imagine la télématique, alors c'est pas ces noms-là, et son texte est tellement important, c'est que c'est le texte qui a influencé les créateurs de l'environnement graphique et de la souris. Donc c'est pas rien comme texte. Il est un peu oublié, il est oublié, je crois qu'il n'est même pas connu. Donc je vous dis, il y a des allusions à la consultation à distance. Et par exemple, son idée quand je vous parlais d'usage, son idée de faire des hyperliens, c'est juste qu'il se dit, la bibliothèque, on connaît, ça fait quelques siècles qu'on fait des livres et qu'on a des bibliothèques. Et puis, on a des références croisées. Mais qu'est-ce qui serait simple pour pouvoir aller d'un texte à l'autre ? C'est de pouvoir cliquer sur le texte. Le mot référence pour aller voir. C'est comme ça qu'il a cette idée. C'est-à-dire que c'est un peu comme un Steve Jobs, mais je crois qu'il y a des anti-Apple ici. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui imaginent d'abord les usages et qui voient comment les mettre en œuvre par rapport à un état de l'art. Et après, Steve Jobs a toujours eu cette préoccupation depuis l'Apple I de faire quelque chose de fermé, il est vrai, mais d'utilisable par tout le monde. Quand Wozniak crée l'Apple I, leur problème, c'est qu'on puisse le brancher directement sur un écran et que ça marche. À l'époque, c'est des kits, c'est compliqué, il y a l'Altaïr, c'est un peu la galère. C'est les premiers à proposer un ordinateur pratiquement clé en main. C'est l'idée de l'Apple II, c'est l'idée du Mac, c'est l'idée de l'iPad, il est dans cette obsession. Et à chaque période technologique, il propose qu'il peut être le plus en avant par rapport à son idée d'usage.
on adhère pas quand on est bidouilleur. Mais bon, en tout cas, il est resté constant depuis les débuts. Alors voilà, je reviens aux jeux vidéo. J'en suis. Ah bah ça va, j'ai fait que 14 minutes là. Ah, je suis rapide. Ouais, c'est pas mal parce que j'ai 200 slides. Hein. Non, j'ai 104 slides, je crois. Alors revenons aux jeux vidéo. Alors, un des vrais premiers jeux vidéo, alors c'est pour le coup qui n'est pas. Parce que oui, le brevet dont je vous ai parlé, on n'a aucune trace de réalisation. Hein. C'est extraordinaire d'avoir un brevet, parce que même imaginer breveter un truc dont on ne sait même pas comment le commercialiser. Mais un des premiers jeux qui a été montré au public, ça a été cette machine-là. C'est le jeu de Nîmes, c'est un jeu chinois, et la machine s'appelle le Nimro. Alors, il y en a qui disent que c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un jeu électronique, parce qu'évidemment, la matrice que vous voyez là, eh ben, c'est des lampes. Hein. Ça, voilà, ça s'allume là, c'est des lampes. Sauf que, bon, finalement, quand on a des pixels sur nos LCD, on est très loin des tubes cathodiques. C'est vraiment, on a des petites lumières, hein, encore plus avec l'OLED, puisque pour obtenir le noir, on éteint carrément le pixel. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ça reste, bon, allez, on va dire un jeu vidéo, même si c'est plus du jeu électronique. Et oui, ben voilà, il a été montré lors d'un festival. Un festival où on montre tout l'état de la technologie et des sciences. Festival anglais. Les Anglais étaient très très forts. Hein. Je veux dire, après-guerre, ils étaient vraiment en avance par rapport aux Américains dans le domaine de la technologie informatique, électronique. Et, bon, puis ils se sont fait bouffer comme nous tous. En 52, Oxo. Oxo, alors voilà, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, c'est pas, évidemment, hein, tic-tac-toe, ça n'a pas un grand intérêt ludique. Hein. Pour les enfants, oui. Mais mettre en œuvre des millions de dollars pour faire un tic-tac-toe... Non, le problème, en fait, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs sont des ordinateurs sans visualisation. Vous les programmez avec des câbles. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos de l'ENIAC avec ces opératrices qui tirent des câbles. Enfin, c'est un truc absolument hallucinant. Et donc, il y a un type qui fait une thèse en interface homme-machine quand même, hein, en 52. Et donc, pour mettre en œuvre, c'est comment je dialogue avec l'ordinateur, qu'est-ce que je mets en œuvre? Un jeu. Il ne met pas en œuvre quoi que ce soit d'autre, il met en œuvre un jeu. Turing met en œuvre un jeu pour l'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez que le truc, c'est que chaque fois qu'il y a besoin d'avoir un environnement de bac à sable pour tester des idées scientifiques liées, alors évidemment, à l'informatique, on va vers le jeu. On ne va pas vers autre chose, parce qu'on connaît les règles, parce que c'est très clair, parce qu'on peut le décortiquer, parce que c'est sans doute amusant, j'imagine quand même aussi quelque part. Je crois qu'il y a une petite vidéo là, d'un émulateur de ce truc. Est-ce que ça se lance? Vous voyez, en fait, on dialogue. Enfin, il faut réaliser qu'on dialogue avec la machine avec un cadran de téléphone d'il y a 30 ans. Hein. Et là, on a l'état de la machine. On a, bon, ouais, là, on a les pixels, ça s'initialise. Bon. On a même une horloge. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de voir, mais enfin, vous voyez un peu le type d'interface qu'on avait à l'époque. Voilà. Après, il y a un grand moment. Et alors, vous voyez, tout à l'heure, il était prétendu, c'est Space War. Space War, c'est 1961, donc on fait quand même, on avance. Et c'est un, vous connaissez ou pas? Non. C'est en fait un jeu dans l'espace avec deux. Soit je vous mets le texte, soit je vous mets l'image, comme vous voulez, on s'en fout. C'est un jeu où vous avez deux vaisseaux qui se tirent l'un sur l'autre et vous avez un trou noir qui attire les vaisseaux pour les bouffer. Et donc il faut à la fois s'orienter, à la fois s'extraire de la gravité du trou noir et tirer sur le voisin. Et en fait, ils imaginent, vous voyez, déjà une manette. Hein. Elle est là. Ils imaginent une manette de jeu vidéo, ce que personne n'avait fait jusque-là. En fait, ce jeu a été inventé pas pour faire un jeu vidéo, mais pour tester les performances du premier ordinateur imaginé par Digital. C'est le PDP-1, et c'est la première fois qu'il y a un écran graphique. Donc, on demande à un petit génie du MIT de voir qu'est-ce qu'a cette machine dans le ventre, et puis ils imaginent un jeu vidéo, ils imaginent des manettes, et ce qui est très rigolo, c'est que c'est la première success story d'un jeu qui ne s'appelle pas comme ça, d'un jeu vidéo qui ne s'appelle pas comme ça, puisque Digital vante les mérites de sa machine en disant « Regardez ce qu'on peut faire avec ma bécane », des bécanes que personne ne peut s'acheter. Hein. C'est des bécanes que peuvent s'acheter les plus grandes universités américaines, pas les petites, pas les Français, et les militaires. En dehors d'eux, il n'y a personne qui peut s'acheter ce genre de bécane. Ben, ils vantent les mérites de la bécane pour faire des trucs sérieux avec un jeu vidéo. C'est quand même assez étonnant. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà le type de manette qui a été recréé pour une commémoration.
Voilà un peu comment fonctionne ce PDP-1. Vous voyez, le programme, c'est des bandes, alors pas magnétiques, c'est des bandes de papier perforées. Alors ça, c'est autre chose, c'est pour montrer qu'il sait faire de la musique. Et après, voilà, bon. Alors, j'ai mes slides pas dans le bon sens. Hein, on repasse à 58. J'étais en 61. C'est Tennis for Two. Tennis for Two, c'est lui. Vous pourrez le jouer après, puisque vous avez été sage. Parce que vous êtes les seuls à être venus. Bon. Tennis for Two, c'est un... Alors, on parle de Pong. En fait, le gameplay n'est pas du tout celui de Pong. Pong, on laisse venir la balle à soi. Et dans le cas de Tennis for Two, on peut se matcher, appuyer, renvoyer la balle quand on veut et on donne la direction. Vous verrez après. Et en fait, c'est un jeu qui a été imaginé dans un labo de recherche de physique nucléaire à New York. Et c'était pour essayer, il y avait encore quand même le poids de la science utilitariste pour la guerre. Essayer de dire, regardez, on fait des choses rigolotes, intéressantes, parce que physique nucléaire, c'est les bombes atomiques, c'est tout ça. Hein. Et donc, ils voulaient un peu égayer les choses, montrer qu'on faisait des choses marrantes. Donc, il a imaginé un jeu vidéo. Il a essayé de l'améliorer l'année suivante. Et puis, finalement, c'est parti dans les poubelles de l'histoire pendant un moment. C'est lui, là. Hein. C'est le computer tennis. C'est ce bousin-là. Et alors, lui, il est électronique. Hein. C'est pour ça. Est-ce que c'est un jeu vidéo? Est-ce que c'est un jeu électronique? En tout cas, c'est pas programmable. C'est un circuit analogique, complètement analogique. D'ailleurs, vous pouvez vous le reconstruire. Il y a les plans sur Internet. Il y a des Allemands qui l'ont vraiment reproduit à l'identique. Nous, on en a refait, mais peu sur base d'Arduino. Hein. On a été des tricheurs. On a mis l'interface et la sortie un peu comme à l'époque. Par contre, ce qui fait tourner, c'est un Arduino. Normalement, là, je devrais avouer... Voilà. Ça, c'est la reproduction. Donc, sur vraiment un vieil oscilloscope. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Après, bon, la manette, c'est un peu comme celle-là, vous voyez. C'est des boîtes métalliques, on a percé, on fout un potentiomètre, un bouton. On devrait voir les relais après, électromécanique. Alors on les voit ces relais, j'aimerais bien que vous les voyez. Voilà. Vous voyez, c'est de l'électronique qui tâche. Hein. On est loin des puces qu'on a dans nos téléphones. Hein. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et donc, c'est fait dans un labo de physique, encore, dans le monde scientifique. 1966, Pong. Alors, pourquoi je dis 60 Oui, c'est 66. En fait, ça remonte à un peu plus tôt. C'est Ralph Baer, hein, Pong. Dès 52, on lui demande de faire une super télé. Et il imagine déjà de faire une télé interactive. On lui renvoie ses études, on dit non, mais tu dis n'importe quoi. Mais il garde ça en tête. Alors là, on n'est pas vraiment dans le domaine scientifique, on est plus dans le domaine technologique. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Mais il n'empêche que c'est quand même sur le front de la R&D que quelqu'un imagine le jeu vidéo alors que personne n'a envie comprend ce que c'est. Il y en a qu'un qui comprend le potentiel que peut avoir auprès du public. Les autres, ils ne sont pas auprès du public. Hein. Les autres, ils s'amusent dans MIT, ils s'amusent dans un labo de recherche où ils montrent, regardez, on fait des trucs rigolos, mais on ne pense pas comment aller dans les foyers. Ralph Baer pense comment rentrer dans les foyers au travers de la télé avec un dispositif interactif. Il y a des tools sur le net, vous pouvez trouver pas mal de croquis. Pratiquement, je sais pas, des centaines de pages de ces croquis. Là, et on voit d'ailleurs que, regardez, après je vous montre la première manette qu'il a faite. Il imagine déjà le joystick. Hein. Ça n'existe pas le joystick. Vous avez vu tout à l'heure, on a un potentiomètre et on a un bouton. Mais là, le joystick, je ne sais pas pourquoi il a pas gardé, puisque ce qu'il va imaginer pour la première console de jeu de salon commercialisée, c'est la Magnavox Odyssey, et il imagine cette manette qui est une horreur. C'est assez gros, le câble il est gros comme ça, je sais pas, vous pouvez passer toute l'électricité de la ville de Montsartou dedans, parce que non mais c'est hallucinant. Ouais, c'est ça, il est complet, il est énorme. Et puis vous avez ces 2 potards, enfin 3 potards même, parce qu'en fait vous en avez un troisième là.
Et bon, c'est pas. Et il est pas numérique, il est analogique. Où vous avez un système de cartes que vous en fichez et qui change le circuit et qui fait que la balle qui apparaît ou ce qui apparaît à l'écran est différent. Mais il n'y a pas de scoring, il n'y a rien. Est-ce que là, j'ai une. Oui, là c'est avec la brown box. Voilà. Ça c'est un grand moment. Hein. Première fois qu'on voit un jeu vidéo sur un téléviseur de Monsieur Tout le Monde. Donc c'est en ça qu'il est considéré comme le père du jeu vidéo, parce que c'est vraiment celui qui a imaginé que ça pouvait être accessible à tout le monde. Et c'est fort, hein, cette histoire de rendre la télé interactive. Hein. Parce que la télé, elle est quand même... c'est passif. Hein. Moi, je suis d'une génération avant vous, et je suis une patate de canapé. C'est-à-dire que je suis en mode... et de rendre actifs les gens, c'est-à-dire rendre leur cerveau actif. Enfin, je veux dire, il y a une mauvaise image encore, hélas, du jeu vidéo. La réalité, c'est que ça fait réfléchir, ça fait développer les réflexes psychomoteurs. Enfin, c'est un outil extraordinaire de développement, bien meilleur que la télé. Je veux dire, il vaut mieux qu'un gamin passe 10 heures sur un jeu vidéo que 10 heures devant Drucker ou je sais pas trop qui. Alors, je vous ai montré un peu les choses qui sortaient des labos. Mais là, c'est un peu différent. C'est des jeux qui ont été développés souvent par des étudiants dans les universités. Les ordinateurs à l'époque, on y revient avec le cloud, mais c'était un ordinateur central avec des terminaux. Et évidemment avec les donjons et dragons qui sortent à l'époque, les jeux de plateau et tout ça, les mecs, ça a été la régalade. Hein. Ils ont eu les premiers terminaux graphiques. Donc 73-74, ils font Mésoir, ils font Spazim. Ce jeu, c'est un jeu une sorte de jeu de simulateur de vol, et où on joue à 32 en réseau. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on vous dit, ouais, regardez, on est passé de 16 à 32 joueurs. Les mecs, ils avaient ça en 74. Hein. Alors évidemment, là, c'est une arnaque, parce qu'en fait, vous avez un seul ordinateur qui lance le programme principal et il distribue les affichages, et il sait que lui, c'est le joueur 1, c'est le joueur 2, c'est le joueur 3. C'est pas tout à fait la même problématique qu'aujourd'hui avec... en plus, c'était localisé dans le campus, hein, peut-être même dans la même salle, tandis qu'aujourd'hui, vous avez le programme qui tourne chacun sur sa console ou son ordinateur, et puis il faut qu'il communique. Bon, ça met pas en œuvre les mêmes technos. Hein ? Ouais, non, c'est ça, c'est incroyable. Et c'est encore une fois dans un détournement. On a un outil technologique, on aime les jeux, et bien on détourne pour faire du jeu vidéo, alors que normalement on doit faire des trucs sérieux, de sciences, de lettres, etc. Donc il y a vraiment un truc... Enfin, ça c'est plus tard ce que je dois dire, mais bon. Ouais, bon là c'est Voilà, c'est Maison. Et c'est rigolo parce que c'est de la 3D, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la vraie 3D, mais bon, là il y a des maths derrière. Pour faire de cette 3D isométrique avec cette balade, il y a quand même de la 3D. Hein. Alors légère, mais quand même, il y a... Alors, bon, voilà, ça c'était la partie un peu... Alors, il y a les jeux de simulation aussi qui mettent en œuvre les sciences. En sciences, la simulation, c'est quelque chose de précis. On étudie des phénomènes, on interroge les résultats et on essaye d'avoir une rigueur dans les modèles parce que quand on envoie un mec dans l'espace ou qu'on fait un TGV, on a envie que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de mort. Dans le jeu vidéo, il y a une petite arnaque quand même, des fois. C'est-à-dire qu'on a envie que, de façon visuellement, ça soit à peu près ce qu'on... Quand on balance une pierre dans l'eau, ça ressemble à peu près à ce qui se passe en réalité. Alors ça se rapproche de plus en plus. Hein. Je ne dis pas qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On a des machines tellement puissantes qu'on fait de la vraie physique maintenant dans les jeux vidéo. Mais en général, c'est pas trop le but. Mais quand même, un jeu comme Flight Simulator... on cherche à ce que ça soit le plus réaliste possible. Les vrais jeux de simulation, c'est les jeux de bagnole, etc., on cherche à ce que ça soit le plus réaliste possible, au point que ça peut être désagréable en termes de jeu. Hein. C'est les histoires entre Forza et je sais plus, et l'autre, Gran Turismo, bon, et quoique maintenant il y a on peut tout graduer puisque comme ça on contente tout le monde. Mais alors c'est rigolo parce que Flight Simulator se veut le plus proche possible d'une vraie simulation d'avion. Il y a là-bas des gens qui ont mis des postes et ça doit être formidable. Mais il faut quand même réaliser ce que c'était qu'une simulation de jeu d'avion, donc en 74. Hein. Enfin voilà ce que c'est. Enfin, si vous arrivez à comprendre ce qui se passe, moi je voilà, là, on voit qu'on a la piste. Là, il a dû cliquer pour savoir où il se positionnait. Voilà, on a les montagnes. Enfin, voilà.
Et je peux vous assurer que quand on voyait ça, quand on était jeune, on était comme des fous. Hein. Le moindre truc qui semblait être un peu de la 3D, on était comme des dingues. Donc ça, c'était vraiment le très 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 grand jeu de l'époque. Enfin, je veux dire, si vous n'aviez pas à la maison le Flight Simulator, vous aviez raté votre vie. Hein, c'est comme la... et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Enfin, ça, c'est même une vieille version. Elle a plusieurs années, celle-là. Mais voilà, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Et je ne peux pas l'arrêter, ce machin. Et cette différence entre les deux, elle est liée aux sciences, au calcul derrière. Je ne sais pas si c'est mes slides suivants, mais bon, tant pis. C'est vraiment, je reviendrai derrière avec les cartes graphiques, c'est que derrière la simulation, il y a des modèles mathématiques et physiques. C'est des sciences. La représentation graphique, quand on veut quelque chose où la lumière, les reflets, les machins, les ombres, les bidules, c'est que de la géométrie, des maths et de la physique. C'est-à-dire que le jeu vidéo n'est que science. Voilà, c'est ce que... Presque. C'est un peu exagéré, mais... Alors, il y a une autre pratique qui est assez rigolote avec le jeu vidéo, et là, en fait, qui est pas très loin du jeu vidéo, c'est... vous reconnaissez cette pub, sans doute. En fait, c'est la pub de la Game Boy. Vous ne reconnaissez pas normalement, c'est le mec qui est dans l'eau, et il y avait toute une campagne de pub Game Boy, vous jouez où avec la vôtre? Parce qu'elle était portable, donc il y avait le mec avec les requins, il y avait le mec dans les chiottes, enfin, ils avaient décliné ça, ils avaient un côté un peu Sega, hein, parce que normalement Nintendo, ils sont pas très rigolos sur les pubs, là ils s'étaient un peu lâchés, et je vous présente, en fait, là j'ai mis une HP 65, qui est la première calculatrice programmable scientifique de poche, 74, si je me souviens bien. Et ce qui est extraordinaire avec cette calculatrice, c'est que les gens, et vous voyez, voir aussi pourquoi la calculatrice de poche n'est pas anecdotique après, c'est que tout à coup, au lieu d'avoir un gros bousin sur la table, les scientifiques rentraient chez eux avec ça dans la poche, continuaient leurs calculs, et puis ils pouvaient calculer, tester, expérimenter. Tiens, si je pose ça, qu'est-ce qui se passe? Si je pense telle valeur, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a développé, alors, étonnamment à Nice, une pratique qui est expérimentée, non pas de la physique, mais de la pure mathématique. Quand je parle de modèle mathématique, je ne parle pas de modèle, pas d'équation mathématique, par exemple, d'un fluide. Je parle vraiment de modèles mathématiques qui n'existent que pour les mathématiques. Et donc, donc à Nice, il y a un type qui s'appelle Michel Hénon, et qui est au départ astronome, et qui a fait cette machine-là, et qui a trouvé un truc qui s'appelle les attracteurs étranges, avec cette calculatrice. Et ce qu'il a fait, c'est que, en fait, pour trouver cet attracteur et voir cette forme-là, c'est pratiquement impossible à le trouver d'un point de vue strict. Il faut explorer les paramètres. C'est-à-dire, je change une valeur, je vois ce qui se passe, un peu comme, vous voyez, je sais pas, vous prenez ça, je dis qu'est-ce qui se passe si je le lâche là, qu'est-ce qui se passe quand je le laisse là, qu'est-ce qui se passe quand je le lâche là, et à partir de l'ensemble des expérimentations que vous faites, vous allez en déduire des choses, hein, dire tiens, si je fais ça, il se passe ça, mais alors si je sais, il y a besoin, voilà, j'allais dire, j'avais lâché le mot, il y a besoin d'interactivité. Et cette calculatrice, pour la première fois, on fait vraiment des choses interactives et on interroge des modèles mathématiques dont on ne sait rien. Et ça se rapproche beaucoup du jeu vidéo. Hein. Je veux dire, on explore, on va par là, on regarde, on se fait une intuition. C'est très intuitif. C'est des mathématiques intuitives au travers de l'interactivité. Et il y a par exemple une autre découverte, toujours à Nice, alors, tu voyez, 2 ans plus tard, qui a un mécanisme de transition vers le chaos, c'est un truc qui était très à la mode, qui est toujours très à la mode, hein, qui a à voir aussi avec les fractales, etc. Et là, ils ont trouvé un des modèles les plus simples de transition vers le chaos. Et il a trouvé avec une imprimante, il programme le logiciel, il est en basique interprété, et puis il a un traceur XY avec un stylo. Vous voyez ce que c'est un traceur XY, hein? Donc il a un stylo qui se balade là comme ça, comme sur les imprimantes 3D ou sur une machine CNC, et puis il change en temps réel un paramètre. Et puis à un moment donné, il passe de quelque chose de régulier, boum, il bascule dans quelque chose d'irrégulier. Et sans pouvoir faire les allers-retours comme ça entre régulier et irrégulier, il aurait pu chercher toute sa vie avec des chiffres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a eu ce support visuel, il a pu avoir un retour et interagir avec ce qu'il était en train de voir. Exactement comme dans un jeu vidéo. Voilà. Et donc, moi, alors pour le coup, je me suis pas... Oui, j'avais mis au début, moi je suis Marc Monticelli, je suis ingénieur de recherche au laboratoire de mathématiques de l'Université de Nice, et mon métier, c'est de travailler là-dessus. D'où mon intérêt pour le jeu vidéo, entre autres. C'est de développer des outils
Mais ça fait donc plus de 20 ans que je travaille là-dessus. Alors aujourd'hui, évidemment, on a une génération qui est plus amène à comprendre ça, mais à une époque, le CNRS avait demandé que j'arrête de travailler là-dessus parce que on disait, ici, on fait du vrai numérique, on ne fait pas de jeux vidéo. Aujourd'hui, personne n'oserait me dire ça, mais bon, c'était fin des années... Et c'était quand même fin des années 90. Enfin, voilà. Ensuite, tout à l'heure, j'en ai parlé, un lien entre les sciences et les jeux vidéo, c'est les cartes graphiques. Qu'on passe le passage au jeu 3D derrière, il faut faire du calcul. On demande de plus en plus de réalisme, donc les constructeurs de cartes graphiques, de consoles, etc., s'attellent à cette tâche, travaillent ensemble. Hein, je veux dire, je crois que c'est la Nintendo 64 qui a un travail avec, ou c'est la GameCube avec Silicon Graphics. C'est la 64, ouais. Donc, Silicon Graphics développe la puce 3D de la 64. Donc, et donc, pour avoir de plus en plus de réalisme, on fait de plus en plus de maths et de physique. Et à un moment donné, ces cartes, qu'est-ce qu'elles font? Elles additionnent, elles multiplient, elles inversent des matrices. Et c'est exactement ce dont ont besoin les gens qui font du calcul dans 90% des cas. Et donc, on se retrouve maintenant avec des cartes, les scientifiques, ça fait quelques années maintenant, c'est pas tout à fait nouveau, qui utilisent les cartes graphiques pour faire du pur calcul scientifique. On fait pas de jeu, c'est pas dédié pour ça. Et on a comme ça des grands centres de calcul avec des centaines, des milliers de nœuds. À l'intérieur d'un processeur, ils sont déjà multiprocesseurs, mais on a comme ça des clusters de calcul avec des cartes, c'est des déclinaisons de cartes graphiques. On n'achète pas vraiment une carte, on peut acheter la carte graphique, mais maintenant on a des racks, on enfile les racks avec les cartes graphiques. Et par exemple, le CNRS, il y a quelques années, il y a 5 ans, je crois, je ne sais plus, s'est doté d'un grand, mis à niveau son centre de calcul, et la moitié a été dédiée pour du GPU. Donc c'est très très sérieux. Après, il y a toujours la même histoire. Alors, elle date un peu, puisque c'est quand la PlayStation 3 est apparue, mais ce qui est rigolo, c'est que l'université du Massachusetts avait hacké la PlayStation 3 et avait installé un Linux, et que même l'armée américaine, l'armée de l'air, avait utilisé un 2000 PlayStation 3, avait hacké Linux. Ça n'avait pas fait plaisir à Sony, mais bon, face à l'armée américaine, je pense qu'ils ont dû trouver... Et évidemment, on comprend pourquoi. Vous achetez un cluster de calcul IBM, vous faites venir un gars, déjà, rien que le fait de venir, sans préparer, vous en avez peut-être pour 1000 euros. Vous avez pour 200 euros, vous avez changé le nœud de calcul, votre PlayStation 3 qui tombe en rade. Vous prenez, vous changez, vous allez chez le fournisseur à 50 mètres de chez vous, à la FNAC, et vous réparez votre cluster de calcul. Évidemment qu'il y a un petit souci il y avait un petit souci entre les arnaques de certains constructeurs. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon, voilà, ça c'est vous avez tous les racks de PlayStation 3. Évidemment, alors un autre rapport entre science et jeux vidéo, c'est tout ce qui est le jeu de logique, puzzle game, casual game. Tout ça est basé sur des mécaniques de science, pas tout à fait de science, mais de jeux de mathématiques et de logique. Évidemment, il a explosé avec Flash, les smartphones, les tablettes tactiles. Et je pense que ça a été utile, même si je sais que les plus joueurs d'entre vous n'aimaient pas beaucoup les casuals. Il n'empêche que ça a formé... Non, mais bon, moi j'ai eu des étudiants là en cours d'histoire de jeux vidéo qui... Il n'empêche que ça permet d'éduquer tout le monde. Quand vous avez votre mère, votre père qui est un peu réticent, mais en fait il joue toutes les conneries comme Candy Crush, Angry Bird, etc. Après, mais non, c'est pas un jeu vidéo. Ben si, c'est un jeu vidéo, mais c'est... Et là encore, on met en œuvre des mathématiques, de la physique. Et Space War, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de la physique. Vous avez les lois de l'attraction, vous avez les lois de Newton. En 82, il y a un jeu le Rubik's Cube sur Atari 2006. Il est pourri, je vais vous le montrer. Il y a Kubert, il y a Tetris, évidemment, qui a aussi un problème de pavage du plan avec des formes. Incredible Machine, Exi, World of Goo, Angry Bird, je veux dire, il y en a des millions et des millions aujourd'hui de jeux où on met en œuvre mathématiques et physique. Ça, c'est Ouais, c'était juste pour vous montrer quand même qu'on vient de loin. Voilà le Rubik's Cube sur Atari 2006. Bon, c'est lourd. Les musiques magnifiques. Voilà, donc déjà vous explorez, vous regardez un peu ce qui se passe à droite, à gauche sur les 6 faces. Bon, allez, on passe. Alors, oui, bon, alors évidemment, bon, celui-là n'a pas eu un grand succès, mais
un des jeux qui a eu un succès, le plus grand succès planétaire. Enfin, je veux dire, personne, je ne sais pas sur la planète s'il y a quelqu'un qui n'a pas joué à Tetris. C'est quand même un informaticien qui aime les jeux de Pantomino et qui adapte le jeu de Pantomino, qui est quand même un jeu vraiment très mathématique, enfin de géométrie, de pavage du plan, pour l'adapter à un ordinateur. C'est-à-dire qu'il rajoute au problème de géométrie une dimension d'interactivité et de hasard. Au lieu d'avoir toutes les pièces disponibles et puis j'essaye de les assembler pour finir mon puzzle, tout à coup, on a ce côté aléatoire, on a ce côté dynamique, on a ce côté infini qu'apporte l'aspect numérique. Mais encore une fois, c'est basé sur des aspects mathématiques. Et tous, alors voilà, on a parcouru depuis l'Antiquité avec ce puzzle d'Archimède. Il y a quelque chose de très très profond dans l'envie de jouer, même avec la logique, avec les énigmes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose intrinsèque à notre humanité. Et c'est d'ailleurs une façon qu'on a de se développer. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne connais pas bien, mais bon, je regarde la 5. Avec les animaux, en fait, ils ont un problème. Quand est-ce que les animaux ont pu se développer en termes intellectuels et quand ils ont pu jouer? Et ceux qui sont restés très, très primaires, très à l'époque préhistorique, ce sont ceux qui ont tellement de problématiques de survie et de manger qu'ils ne peuvent pas s'amuser à jouer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pris vous savez, les gros lézards, là, qui sont les trucs énormes, là, les dragons de Komodo. Et le dragon de Komodo, ils l'ont pas apprivoisé, parce que ça s'apprivoise pas, mais ils l'ont nourri. Bon, voilà, il n'avait pas besoin de chasser. Et ils lui ont mis un ballon. Il a commencé à jouer. Alors évidemment, attention, il ne fait pas des roulettes, etc. Mais il est là, il voit le ballon, il le pousse, il regarde ce qui se passe. Il s'approche, il le pousse. Et en fait, un des moyens qu'a eu l'humanité et l'ensemble des espèces dans le développement intellectuel, dans ses capacités de création, enfin, même pour les animaux, ça a été le jeu. J'expérimente, je teste, etc. Donc c'est vraiment que le jeu est profond. Il est profondément ancré en nous. Bon, alors là, c'est parce que je pense qu'il y a des fans du Japon, même si vous êtes que 6, vous êtes fans du Japon. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est les Sangaku, vous connaissez? Alors, à l'époque Edo, on a... ce sont des solutions d'énigmes géométriques. Et elles sont apparues à l'époque Edo, au moment où le Japon se ferme, à la fois commercialement et intellectuellement. Donc il n'y a plus de communication avec l'Occident sur les aspects scientifiques, etc. Et donc ils développent leurs propres mathématiques. Alors évidemment, ça répond à des problèmes on a besoin de calculer, ils ont les bouliers, donc il y a des écrits sur des problématiques bien réelles, sauf qu'ils se posent aussi des questions, des énigmes géométriques qui n'ont aucun intérêt en dehors du plaisir de le résoudre. Et ça touche toutes les couches de la société. Et donc même des paysans travaillent sur des problèmes géométriques, les résolvent comme un puzzle game, et gravent sur du bois et mettent ça dans les temples comme on fait pour les vœux, pour tout le reste. Si vous y êtes allé, vous êtes allé ? Ouais, donc il y a ces petites, qu'on appelle ça, ces petites tablettes votives. Donc c'est extraordinaire, c'est des tablettes votives mathématiques où les mecs se sont amusés à résoudre un problème de maths. Je veux dire, quand le mec il est paysan et qu'il se dit tiens, je vais résoudre un problème de géométrie, c'est quand même assez extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la calculatrice et de l'usage qui est fait un peu en interactif. Dès qu'on a pu la voir facilement à tout moment, il y a un truc quand même qui est directement inspiré, c'est la Game & Watch. Il y a Gunpei Yokoi, on dit, qui voit un gars en train de s'amuser avec sa... Alors déjà, c'est intéressant. Le mec, il est avec une calculatrice, il fait pas ses comptes... il s'amuse avec une calculatrice. Enfin, je veux dire, bon, sans doute, si vous avez été un peu geek, on s'est tous amusés, on fait des opérations, puis il apparaît une phrase un peu marrante. Enfin, bon, je sais pas ce que faisait ce type, mais en tout cas, parce qu'il s'est amusé avec quelque chose de très mathématique, ça a donné l'idée. Évidemment, il faut un mec comme Gunpei Yokoi pour imaginer d'en faire quelque chose. Ça, c'est sûr qu'on ne passe pas de la calculatrice à la Game & Watch simplement parce qu'on a envie. Il y a un type génial derrière. Mais en tout cas, vous voyez, la Game & Watch, elle existe parce qu'il y a eu la calculatrice
électronique et parce qu'il y a un type qui jouait avec. Parce que si on voit faire un comptable faire avec son truc à rouleau sur une table, vous n'avez pas envie de faire un jeu vidéo. Hein. Alors évidemment, il y a aussi un autre pan du jeu vidéo qui est en rapport avec les sciences, c'est les God Games. Il y en a deux qui sont vraiment pour moi représentatifs. C'est From Dust de notre ami Eric Chahi. C'est le type qui a fait Another World. Donc il a fait il y a maintenant au moins 5 ans From Dust, qui est un God Game où vous manipulez les éléments de la nature, la lave, l'eau, le sable, pour structurer la géométrie, pour configurer la nature, pour permettre à une tribu de se développer, de partir et de se développer. Et derrière ce God Game, il y a des automates cellulaires. Les automates cellulaires, vous savez ce que c'est, non ? Bon, c'est des automates au sens... En fait, vous avez imaginez des pixels, et il est noir ou blanc. Et puis, il reste noir s'il il passe blanc s'il a personne autour. Il reste noir s'il a 2 autour. Et il redevient blanc s'il a 3 ou 4 autour. Enfin, vous voyez, donc il a une mécanique de vie en fonction de ce qui l'entoure. Et avec ça, on simule des choses assez dingues. Et entre autres, lui, il a fait ça quand même. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est qu'il avait déjà dans son jeu le pacte sur Amstrad, il avait déjà utilisé dans sa scène d'intro des automates cellulaires pour déconstruire ou reconstruire, je ne sais plus, le nom le pacte, le design du pacte, la fiche de pacte dans le jeu. Et donc derrière, vraiment, et d'ailleurs, pour faire ça, il a pris une publication de l'INRIA, une publication tout à fait sérieuse de l'INRIA sur les automates cellulaires, et il a utilisé pour faire un jeu vidéo. Les automates cellulaires, un des trucs les plus connus dans les automates cellulaires, c'est le jeu de la vie. Vous avez jamais entendu parler ? Et ben voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc de science et qu'on appelait jeu de la vie. Vous voyez, encore ce rapport au jeu. Dans un autre genre, il y a SimCity. SimCity, c'est, on l'utilise pour enseigner la géographie, les problématiques dans les villes. Et à l'université, on l'utilise pour ça. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'on a mis des modèles qui fonctionnent. On a su tirer les mécaniques, les dynamiques internes à une ville pour pouvoir simuler le plus réellement possible. Là, il y a des modèles issus des sciences. Alors sans doute que ça a dû nourrir. Hein. Je pense que des gens qui sont fous de géographie, qui ont vu SimCity, se sont dit tiens, on pourrait l'utiliser, on pourrait penser la ville autrement en aspect dynamique. C'est intéressant, hein, SimCity qui imagine la ville comme un objet dynamique qui croit. Enfin, c'est pas évident de penser les choses comme nous, hein, dans notre société, on se dit c'est immuable. Ça, c'est immuable. Et puis un jour, on se prend un truc sur la gueule et c'est pas si immuable que ça. Donc, c'est des jeux vachement importants. J'en suis à 47 minutes. J'ai fait beaucoup de slides. Hein. Il y a la science participative, les Scientific Discovery Games. Ça, c'est un pan. Alors, c'est des jeux qui aident les chercheurs. Celui qui a vraiment fait connaître ça, c'est ce jeu-là. Hein, c'est Foldit, qui est un jeu de génomique. Ils ont mis en fait, c'est un puzzle game 3D complètement lié au problème des protéines et les trucs comme ça. Et donc, ils ont mis le problème en ligne. Évidemment, il y a une progression pour apprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou pas en articulant la protéine. Et en fait, ils n'arrivaient pas à casser le problème avec un ordinateur parce qu'il y avait trop de possibilités à parcourir pour savoir quelle était la forme de la protéine dont ils avaient besoin. Et l'intelligence humaine a cassé le problème. Et ils sont co-signataires d'une publication dans la plus grande revue, la plus renommée, qui s'appelle Nature. Donc il y a des joueurs co-auteurs d'une publication scientifique. Ils n'ont rien appris. Alors oui, c'est une protéine qui intervient dans le traitement du sida. Enfin, traitement entre guillemets, évidemment. Si on avait un traitement, on le saurait. Mais donc c'est sérieux. Hein. Enfin, je veux dire, derrière, il y a une problématique lourde et on fait appel à des joueurs pour... Alors, je pense que les joueurs n'ont rien appris ce que c'était une protéine, les problèmes du sida, etc. Mais enfin, bon, ils ont aidé. Ils se sont sans doute amusés, sinon ils n'auraient pas joué. Il y a un autre... ah oui, tiens, là, j'ai une petite vidéo qui montre comment... non voilà. Donc, vous tirez et donc vous optimisez des choses.
Et vous avez des points en moins, des mots en plus, donc il faut une articulation. Évidemment qu'un ordinateur, c'est pas, il n'a pas d'intuition. Donc il va tester tous les angles possibles de chaque partie en combinaison avec toutes les autres. Donc tous les ordinateurs de la planète n'y suffiront pas. Ah oui, ça rejoint le questionnement de Turing. Est-ce qu'une machine peut être intelligente? En tout cas, elle est pas assez dans ce cas-là. Donc on a un petit peu de temps avant que on ait les machines qui prennent le pouvoir. Ça va. On a notre type de jeu encore. Ça s'appelle Philo, vous irez voir. Il y a la NASA qui a un jeu qui s'appelle Zooniverse. Il y a plein de jeux là-dedans qui permettent d'aller scruter les photos prises par les satellites pour repérer des choses. Parce qu'on apprend à repérer un élément qui pourrait être une étoile double, un truc, un machin. Et c'est plus simple de faire repérer par 100 000 personnes que de faire tourner les ordinateurs. Donc là aussi, c'est assez marrant. Il y a un truc un peu dans le même genre que Foldit. C'est un jeu qui s'appelle Quantum Move et qui a aidé à faire un travail sur la physique quantique. Hélas, il est plus disponible en ligne. Ils sont en train de retravailler dessus. Mais voilà, on est aussi sur des aspects de physique quantique. On a un autre type de jeu, Bird Lab, où vous apprenez à créer une mangeoire. Et puis vous apprenez à reconnaître les oiseaux. Et une fois que vous avez créé une vraie mangeoire, hein, et vous devez dans votre environnement reconnaître l'oiseau et puis dire voilà, il y a eu ça qui est venu manger, etc. En fait, ça aide le Muséum national d'histoire naturelle à avoir des statistiques sur ce qui se passe avec les oiseaux, mais ils l'ont mis sous forme de jeu. En général, les dispositifs de collecte d'informations dans la nature sont pas trop mis sous forme de jeu. Je sais pas si vous avez vu, il y a des gens, vous baladez dans la forêt, vous pouvez informer que vous avez vu la mousse à un endroit, que vous avez vu tel animal, etc. Et ça permet, ceux qui traitent les forêts, les biologistes et compagnie, d'avoir toutes les informations sur ce qui se passe, s'il y a eu des problèmes aussi écologiques. Donc c'est une grosse tendance du jeu participatif. Mais alors, oui, le jeu vidéo en sciences, c'est un patrimoine à étudier. Qui dit patrimoine dit historien. C'est à la BNF, il y a des gens qui l'étudient, et ça, c'est quand même grâce à toutes les associations, parce qu'avant, le monde académique n'en avait rien à foutre. Hein. S'il n'y avait pas eu les associations, évidemment, celle en premier à laquelle on pense, c'est MO5, mais pas que. Hein. Tout le monde participe à faire en sorte que de faire passer de quelque chose de... J'allais dire enfantin, je ne sais pas ce que c'est le mot, mais en tout cas en faire un objet de culture qui a une histoire et qu'on peut étudier. Puisque, je veux dire, d'ailleurs, ce qui est étonnant avec le jeu vidéo, c'est que c'est la seule culture commune à nous tous sur la planète. Vous allez en Afrique, vous allez en Asie, vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique du Nord, n'importe où, vous pouvez avoir ce truc commun, ces expériences communes à travers des jeux communs, même si ces jeux sont très marqués. Hein. Au Japon, évidemment, Mario, c'est très marqué Japon. Les jeux de Final Fantasy sont très marqués par la culture japonaise. Eric Chahi a fait des jeux très marqués par la culture française, et ainsi de suite. Il n'empêche que c'est assez étonnant. Enfin, je veux dire, c'est assez extraordinaire. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas étudier ce qui se passe. Pourquoi il y a eu ça? C'est utilisé dans le domaine médical. On utilise le jeu en psychologie pour des traitements thérapeutiques au travers des avatars, pour dialoguer avec des enfants ou des adultes un peu problématiques. On utilise la réalité virtuelle, soit pour calmer les gens, pour pas fausser les tests, parce qu'en général, quand on fait des tests, les gens sont stressés. Hein. C'est un peu le problème quand vous allez chez votre médecin, on vous prend le pouls, puis on sait qu'il y a un facteur stress. Donc on calme les gens, mais on utilise aussi la réalité virtuelle pour détecter des cas d'Alzheimer précoces. Donc c'est pas. On utilise évidemment les jeux. On étudie les jeux comme en sociologie, en anthropologie. Hein, comment les gens s'organisent en tribus. Comment ça se passe dans les cours d'école. Enfin, je veux dire, on a compris que le jeu vidéo n'isolait pas et que c'était exactement le contraire. C'est aussi, les jeux sont utilisés pour l'apprentissage, les serious games. Bon, ça c'est un vaste débat, mais on l'utilise dans la formation médicale. On l'utilise aussi dans les langues, l'histoire, les sciences, mais ça remonte à très longtemps. Hein. Depuis qu'on fait de l'informatique, on l'utilise pour faire de l'apprentissage. Et puis dans les années 80, avec l'informatique familiale, on avait déjà tous les serious games qu'on nous réinvente aujourd'hui en nous expliquant « Regardez, c'est génial !» On les avait déjà en 82. Enfin bon. Dans le genre serious game, je voulais vous montrer par exemple une publication de 75 de la Société Digitale
sur donc comprendre les mathématiques et la logique avec les jeux sur ordinateur en basique. Ça, c'est assez... Voilà, donc, je veux dire, donc, on dit comment utiliser le jeu pour apprendre. Et il y a dans une édition, alors c'est chez Hachette, mais en fait, au départ, c'est une publication américaine. Donc, ça part, oui, comment jouer avec son ordinateur. Hein. Ouais, super, j'ai mon ordinateur, blablabla. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Comment jouer avec son ordinateur et sa vidéo. Et bon, il y a les listes des jeux de demain. Vous voyez, on parle des jeux à longue distance. C'est 82. Hein, on parle des jeux portatifs. On parle d'hyper-réalisme, donc sans doute de réalité virtuelle. Mais on parle aussi de mathématiques. C'est-à-dire que voilà, c'est... Enfin, voilà, il y a beaucoup de questionnements sur l'usage du jeu aussi dans l'apprentissage. Vous voyez quand même que là, donc, le panel de relations qu'il y a entre les sciences et le jeu vidéo, que ça soit caché, pas caché, du rapport donnant-donnant, ou du rapport de la réappropriation par les scientifiques du jeu vidéo pour en faire autre chose ou pour l'étudier. Voilà, donc je crois que j'ai fini. Vous avez le tennis for two qui est là si vous voulez regarder. Et puis voilà, 55 minutes, c'est pas mal. J'aurais pas laissé beaucoup de temps pour parler, mais merci. Moi, j'aurais continué à écouter encore pendant un bon moment parce que je suis absolument passionné. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est un peu 55 minutes, c'est un coup de massue quand même, non ? Tant mieux parce que c'était un peu le... Non, la conférence était complète, ça a bien repassé tous les panels, depuis l'historique des premiers jeux jusqu'à pourquoi le jeu vidéo. Quoique sur la partie jeu électronique, jeu vidéo, c'est poreux, c'est voilà. Le Game & Watch, C'est pour ça, ouais, c'est... Après, il y en a qui définissent le jeu vidéo comme quelque chose de programmable. Donc, on élimine Tennis for Two, on élimine presque la Brown Box. Enfin, je veux dire... alors, le jeu vidéo, le premier jeu vidéo, c'est Space Wars, le premier programmé. Mais Atari, c'est... Et on oublie, du coup, la Magnavox Odyssey, parce qu'elle n'est pas programmable. Voilà. Parce que sinon, ça serait avoir une interface visuelle et avoir une commande pour définir le jeu vidéo en tant que jeu vidéo. Ça serait vraiment très restrictif. Après, avec tout l'historique, sans parler d'archéologie du jeu vidéo, remonter sur les fossiles, les jeux électroniques, les premiers gros monstres, je sais pas comment les décrire à part ça. Il y a les ordinosaures, les consolosaures, je sais pas. Moi, j'ai plus des anecdotes que des questions à partager. Allez, anecdote. Voilà. Parce que, en tant que geek qui traîne beaucoup sur YouTube et qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, j'ai trouvé quelques anecdotes sympathiques sur justement le rapport entre la science et les jeux vidéo. Avez-vous entendu parler de la pandémie sur World of Warcraft ? Non, parce que je joue pas du tout. En fait, moi non plus. Je joue vraiment pas. C'est juste un YouTuber que j'aime bien qui en parlait. Et en gros, il y avait un donjon. Le boss de ce donjon, il donnait une sorte de virus aux joueurs et à leurs familiers qui faisait que leur vie, elle baissait graduellement d'un nombre fixe. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu sortais du donjon, t'étais plus malade, ça disparaissait. Mais pas sur les familiers qui devenaient porteurs sains. Et du coup, ils l'ont refilé à tout le monde. Et il y a eu des hécatombes, et puis il y a ceux de la Horde qui sont allés avec un familier infesté dans l'Alliance pour les... Et du coup, ça a beaucoup servi à montrer des comportements que les scientifiques n'avaient pas imaginés en épidémiologie et tout ça. Et ça a fait évoluer les modèles scientifiques sur les études des épidémies. Ça me dit quelque chose. Voilà. Après, Oui, parce que là, tu as tellement de gens et que tu es dans un... C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu, c'est un bac à sable extraordinaire pour expérimenter. Tu peux pas tester une pandémie sur l'échelle planétaire. Voilà. Une vraie, tu peux pas. Il y a peut-être des salauds qui seraient capables de le faire, mais enfin, nous, dans notre société civilisée. Et effectivement, si t'as pas le jeu...
Et, Oui. et là, c'est un hasard. Donc là, Et finalement, puis c'est un en hasard plus, qui a il y amené, avait les gens, au lieu de se concentrer dans les villes pour se mettre à l'abri, ils s'évitaient pour éviter d'être contaminés. Puis les gens de plus bas niveau, vu que c'était pas un pourcentage de leur vie, mais une valeur fixe qu'ils perdaient, à chaque fois qu'ils se connectaient, ils étaient one shot. Il y avait des cadavres partout, enfin c'était le bordel. Un autre truc. Voilà, sinon en matière de jeux scientifiques, enfin de jeux vidéo qui a trait un peu à la science, il y a le fameux sport comme les sports de champignons. Et puis un autre petit jeu, pas très connu pour l'instant, mais qui est franchement sympathique, qui s'appelle Niche, comme les niches biologiques, qui est un jeu de survival avec une meute de créatures, t'as un mâle, une femelle, tu vois leurs gènes, et tu dois faire reproduire ta meute pour optimiser, pour pas avoir, avec une patte de Jamel Debbouze, ou pas avoir... Je l'ai fait couper, le pauvre. ou pas avoir de créatures qui soient aveugles, les croiser pour réenclencher, enfin réactiver des gènes qui sont récessifs. Et le tout de façon très très mignonne. Ça fait des créatures mignonnes. Mais non, c'est intéressant ce qui est en train de se passer parce que pendant très longtemps, on ramait le jeu vidéo, c'était très étranger. Et là, avec la génération, il n'y a plus une personne qui dit que, un, le jeu vidéo c'est ringard, et deux, en termes de pensée, effectivement, et on va avoir un nombre de scientifiques qui vont intégrer des choses dans leur propre recherche, des choses du jeu vidéo dans leur propre recherche, ça va être assez étonnant. On est vraiment, comme on a dit, au tout début, quoi. Bon, on va conclure là-dessus. Bien. Merci Marc. De rien, merci à vous.